Donc avec Pierre, on vous a préparé un résumé qu'on essaye le plus fidèle et le plus optimal possible de tout un ensemble de chapitres du bouquin. Vous voyez, le 3, le 4, le 6, le 7, 13, 14, 15, et on pourrait trouver des miettes encore dans quelques autres chapitres. Donc c'est vrai que résumer tout ça dans à peu près une demi-heure, c'est un petit peu une gageure. Mais ça veut dire que je vais passer les choses en revue relativement rapidement. Mais je suppose aussi que, quand même, si vous êtes venu ici, vous avez déjà un petit peu regardé un certain nombre de choses par rapport à Systali. Et donc, je vais pouvoir aller relativement vite. Tous ces chapitres, effectivement, n'ont pas été écrits que par Pierre et moi-même. Il y a un certain nombre donc, de collègues que je remercie au passage qui ont contribué donc, à ces différents chapitres. Alors, les défis qu'on a au départ, par rapport à tout cet ensemble que je vais vous raconter, c'est d'essayer donc d'examiner tous les mécanismes biologiques qui ont un sens par rapport aux réponses des animaux, puisque Pierre vous a bien dit qu'un des objectifs, c'était de comprendre les réponses et de mieux les prédire. Donc on a fait un peu une chasse à tous ces mécanismes et on a essayé à chaque fois donc d'en expliquer les variations à partir de facteurs alimentaires pour avoir effectivement l'ensemble de la filière aliments, réponses physiologiques et réponses zootechniques. À chaque fois, on a essayé donc de modéliser ces variations à partir donc de facteurs alimentaires et on a essayé de placer tout ça dans une approche systémique qui reste à peu près cohérente avec nos principes habituels qui consistent à dire que les êtres vivants finalement poursuivent deux finalités. La pérennité de leur espèce, ça se traduit par les régulations d'homéorèse et derrière on va retrouver les notions de potentiel, et la survie de l'individu qui se traduit surtout par des régulations qu'on appelle de type homéostase et qui vont finalement expliquer assez largement les mécanismes qui sont sous-jacents aux réponses zootechniques des animaux par rapport à des variations du régime. Alors on va essentiellement considérer deux systèmes ce matin. Le système donc relatif à tout ce qui est azote et protéines, sachant que bon, vous connaissez déjà tout ça. Vous avez ici j'espère que oui. Donc ici le rumen, vous avez ici donc l'intestin, nos PDI qu'on retrouve donc ici. En fin de compte, ce matin, on va surtout se focaliser un petit peu sur cet ensemble-là, vous voyez, hein, dégradation, protéines microbiennes, NH3, et puis un petit peu là-dessus. Vous voyez les échanges qu'il y a entre le rumen et le reste de l'organisme à travers donc des molécules très solubles effectivement dans l'eau, l'urée et l'ammoniac. On ira aussi voir ici cette question des acides aminés circulants et de leur partition à travers le reste de l'organisme. Donc ça, c'est un système que vous connaissez bien. L'autre également, vous le connaissez assez bien, c'est l'utilisation de l'énergie par les êtres vivants, sachant que dans le cas des ruminants, on raisonne en énergie nette, c'est-à-dire l'énergie qu'on va retrouver effectivement dans les produits, ou celle qui va être effectivement consacrée à couvrir les besoins d'entretien. Et par rapport à ça, en fait, les seules analyses simples, c'est celles qui permettent de prédire l'énergie brute à partir des composants chimiques de base ou en bombe adiabatique. Mais le problème, vous savez bien, c'est qu'un kilo d'orge ou un kilo de paille, ça a le même contenu en énergie brute. Donc on sent bien que c'est insuffisant. Et si on veut vraiment mieux cerner les valeurs énergétiques des aliments, eh bien, il faut tenir compte des pertes au niveau fécal, au niveau méthane, au niveau urine et au niveau production de chaleur. Et ça, ça fait partie effectivement aussi de nos champs de travail, essayer d'être plus précis par rapport à la prévision donc, de ces différents flux d'énergie. Alors, Pierre vous a parlé effectivement de ces questions donc, de méthodologie. Vouloir prédire les réponses physiologiques, ça passe par d'abord la création de bases de données expérimentales. À la fin du bouquin, vous avez vu qu'il y a tout un ensemble de bases de données, et encore, elles n'y sont pas toutes, je crois. Ensuite, on a eu tout un travail de codage spécifique des expériences. Sans un codage précis et rigoureux, on ne peut pas interpréter des jeux de données un peu vastes. Et puis ensuite, on a traité ça donc par méta-analyse, notamment pour s'affranchir de l'effet de l'hétérogénéité entre expériences. Par exemple ici, si on veut dégager une réponse intra par rapport à une situation de départ qui est celle-ci, vous voyez qu'il faut arriver en quelque sorte à gommer cette hétérogénéité pour pouvoir isoler ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la réponse à un apport alimentaire ou de n'importe quoi. Donc ça a été notre démarche qu'on a faite de façon à peu près systématique. On n'a pas démarré l'affaire il y a simplement depuis 2010, notamment au niveau de la création des bases de données. On a utilisé des bases de données qu'on développait de façon à peu près scrupuleuse depuis au moins une quinzaine d'années. Heureusement, sans ça, je crois qu'on n'aurait peut-être pas pu tout faire. Donc,
ce que je vous propose maintenant, c'est une promenade à travers donc 13 sujets qu'on va considérer successivement, qui sont donc des lieux d'innovation ou de nouveauté par rapport à ce qu'on utilisait au préalable. Donc de temps en temps, je ferai référence aux anciens systèmes, de temps en temps également à ce qui se passe au niveau international, parce que comme vous a dit donc Pierre tout à l'heure, on a été très très attentif à ce qui était déjà proposé au niveau international, parce que faut aussi arriver à se situer par rapport à ça et notamment essayer d'être original. Alors au niveau déjà des transits, donc premier sujet, au niveau des transits, je vous rappelle que jusqu'à présent, on faisait l'hypothèse qu'il y avait un transit de 6% par heure, quel que soit un taux fractionnaire de transit, si on veut être précis, 6% par heure, quel que soit le type de fraction d'aliments considéré, et on ignorait donc les flux liquides. Les autres systèmes étaient quand même un petit peu en avance. Par exemple, Norfor utilisait plusieurs valeurs, mais fixes. Et puis, il y avait des systèmes, notamment américains, qui utilisaient différents types de fractions. Et puis, il y en avait déjà qui utilisaient des lois de réponse à l'ingestion ou à la proportion de fourrage. Donc, on était quand même un petit peu en retard, il faut reconnaître, dans ce domaine-là. Du coup, on a repris la question et on a abordé, donc, à travers des bases de données, la prédiction des taux de transit. Donc, en s'apercevant très vite, on savait que les concentrés, les fourrages n'ont pas le même taux de sortie. Et en constatant, et ça on savait aussi, que le niveau de matière sèche ingérée est un élément important, déterminant donc, du transit. Mais il n'y a pas que ça. Donc, on voit que les particules concentrées donc, passent plus vite. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi un facteur ration, en ce sens que, et ça c'est juste la trace de nos équations, vous voyez que par exemple pour les concentrés, eh bien quand on apporte plus de concentré de la ration, ça passe moins vite. Donc il y a une petite finesse là. Dans une ration, les concentrés passent plus vite, mais si une ration est plus riche globalement en concentré, il y aura moins de motricité ruminale, il y aura une stase et ça passera moins vite. Donc on a essayé de piéger, si vous voulez, ces différents aspects parce que c'est quand même déterminant donc, de la dégradation et de la partition digestive d'un certain nombre d'éléments. Alors, on a aussi intégré les liquides, le fait que la phase liquidienne, notamment liée au processus de rumination chez le ruminant, passe beaucoup plus vite que les phases particulières. C'est de 2 à 3 fois plus vite. Et donc, il nous a semblé nécessaire de tenir compte également de ça. Du coup, tout ça, ça a eu une répercussion, c'est le deuxième sujet, sur la dégradabilité dans le rumen d'un certain nombre de fractions, en particulier donc les fractions protéiques, ça on savait déjà faire, et puis les fractions amidon. Alors ce qu'on a modifié, c'est notamment ici, vous voyez l'expression de cette dt, qui tient compte du transit, donc avant on avait 0,06, et puis on ne tenait pas compte du liquide, c'est des taux de transit du liquide. C'est-à-dire on faisait l'hypothèse que cette fraction petit a, elle était là pour nourrir les microbes. En fait, c'est pas vrai, notamment sur des légumineuses, du pois par exemple, il y a toute une partie de cette fraction qui va être en fait du bypass. Donc on intègre maintenant effectivement nos paramètres de taux de transit qui dépendent eux-mêmes, on l'a vu donc du niveau d'ingestion et de la proportion de concentré. Du coup, fort de ça, on est reparti dans des bases de données adéquates, c'est-à-dire d'abord une base de données qui avait bien travaillé les problèmes donc, de protéines, avec notamment des mesures au duodénum des matières azotées alimentaires. Et on s'aperçoit qu'on peut effectivement prédire à travers d'une approche INSACO de façon quand même globalement précise et avec une pente de 1, c'est ça qui était quand même assez sympa dans ce qu'on a obtenu, prédire effectivement le bypass de protéines alimentaires, c'est-à-dire les PIA. Et au passage, on avait une estimation ici de l'endogène qui finalement collait assez bien avec tout ce qui avait pu être proposé dans la littérature. On a fait la même chose pour l'amidon, parce qu'on avait pas mal d'expériences où les gens avaient effectivement testé de façon à peu près sérieuse les questions d'amidon. Vous voyez, plus d'une centaine d'expériences. Et là aussi, on tombe sur quelque chose d'assez intéressant, c'est que avec les approches INSACO, compte tenu des corrections qu'on fait sur les taux fractionnaires, eh bien, on a une estimation qu'on peut qualifier de sans biais de l'amidon bypass. Du coup, ça nous fait rentrer effectivement un peu plus loin dans les problèmes de partition digestive de nutriments. Troisième sujet, c'est celui donc du facteur hermique qu'on utilisait depuis assez longtemps, qui était là notamment pour indiquer l'équilibre, on va dire, énergie-azote pour les microbes dans le rumen. Ce hermique, il était calculé avec PDIN moins PDE sur UF, donc il a été très utile. C'était pour nous un seuil. Il fallait que pour tel animal hermique soit supérieur à telle ou telle valeur. Mais compte tenu des connaissances qu'on avait et des objectifs qu'on avait,
il y avait un certain nombre de limites à ce hermique. D'abord, c'est un ratio, donc c'est pas additif. Donc si on veut l'utiliser dans des calculs de ration, ça peut quand même poser des problèmes. Les UF et les PDI qu'on utilise là sont jamais mesurés expérimentalement, ce qui est quand même aussi également gênant. Ce n'est pas un critère direct humain, il est indirect quand même. Et puis, jusqu'à présent, on l'a utilisé comme un index, c'est-à-dire il n'y avait pas de rétroaction sur le fonctionnement du reste du système. Donc on a essayé de réfléchir à autre chose. On est donc reparti dans notre schéma classique du rumen avec les microbes, l'énergie, les protéines. Et là, on n'était pas tellement satisfait, c'était ici. Les échanges entre le rumen et le reste de l'organisme en termes d'azote. Puisque si effectivement il y a des apports azotés trop importants, eh bien on va avoir ici un passage d'ammoniac et une perte. Alors que si on a des apports azotés insuffisants, au contraire, chez le ruminant, on a une activité de recyclage non négligeable qui peut permettre en quelque sorte de récupérer au moins en partie les choses. Du coup, on a regardé ce qu'il y avait de disponible dans la littérature comme critères mesurés et additifs. Et notamment, il y avait ce critère, alors qu'on a appelé, pas tout de suite comme ça, mais on l'a appelé Balproru. On s'est enfin mis d'accord sur un nom, donc balance protéique du rumen. Balance, c'est pas terrible, c'est simplement pour mieux coller à l'anglais. Théoriquement, il faudrait appeler ça bilan. Au départ, d'ailleurs, on appelait ça bilan. C'est tout simple, si vous voulez, c'est simplement les matières azotées ingérées moins le flux de matières azotées total au duodénum. C'est simple, c'est additif, il y a pas mal de données dans la littérature. Et voilà donc ce qu'on a utilisé, ce qu'on a pris comme critère. Alors l'avantage, effectivement, de ce critère, c'est que, par exemple, c'est un très bon prédicteur de la quantité d'ammoniac qu'il y a dans le jus de rumen. Et quand il y a un excès d'ammoniac, on sait que derrière, il y a un gâchis d'azote. Par contre, vous voyez que quand Balproru a des valeurs négatives, eh bien, on a des valeurs, effectivement, qui sont, quand on est à 50 mg par litre, on commence à dire qu'effectivement, il n'y en a pas assez pour les microbes. Au passage, ça vous donne une idée de l'étendue de ce paramètre Balproru à travers donc, tout un ensemble de ratios. L'intérêt de ce Balproru, c'est notamment de nous aider à prédire les rejets azotés urinaires. Vous voyez ici, que ce soit pour des vaches ou des chèvres, la relation elle est quasiment la même. Vous avez l'azote de Balproru donc ingéré, l'azote urinaire rejeté, tout ça c'est des valeurs mesurées, et on voit que dans les deux cas, la prédiction est quand même globalement assez intéressante, et une pente de 0,8. Hein. C'est assez impressionnant, ça veut dire que 1 gramme d'azote de Balproru perdu va donner au niveau urinaire 0,8 grammes. Hein. Donc il y a quand même ici une source de gâchis donc, non négligeable qu'on peut espérer piéger en quelque sorte avec ce critère donc Balproru. Et puis il y a d'autres effets de Balproru, ne serait-ce que tout simplement, si vous voulez, quand Balproru est élevé, ça veut dire qu'il y a une fuite d'ammoniac dans le rumen, et du coup il y a moins de PDI. Et vous voyez bien que le rapport PDI sur MAT, ce qui est, on va dire, l'efficience digestive protéique de l'animal, eh bien elle va dépendre effectivement de ce qui se passe dans le rumen, donc de Balproru. Elle dépend également, bien sûr, de la DT de l'azote, hein, de façon globalement un peu moins précise, ce qui peut s'expliquer. Et on voit bien que pour avoir une meilleure digestivité au global, eh bien, il faut des valeurs faibles de dégravité, c'est-à-dire de la protéine protégée. Quatrième sujet, qui est celui des interactions digestives. Jusqu'à présent, donc, on ne le traitait pas dans toutes les espèces, et on le traitait de façon globale. Il y avait une approche très très intéressante de Jean-Baptiste Coulon en particulier, il y a un certain nombre d'années, qui avait trouvé à l'époque que le plus précis, le plus intéressant, c'était d'augmenter les besoins énergétiques plutôt que de réduire les valeurs des rations. Ça revient au même, hein, avancer le tabouret, reculer le piano, c'est la même chose. Et donc, si vous voulez, on était parti là-dessus. Là, on a essayé d'aller quand même plus loin parce que on savait qu'au niveau digestif, quand même, il y avait des choses qui se passaient et on était capable de quantifier une partie au moins de ces choses-là. Donc, on est parti du principe que, ça, on le savait bien, que la valeur d'un régime, c'est pas uniquement la somme des valeurs tabulées des différents aliments, qu'il y a un facteur ici d'interaction. Cette interaction, donc, fallait d'abord savoir à quels critères on allait la piéger. On a décidé que c'était donc la digestivité de la matière organique. Et puis, on a passé en revue un certain nombre de critères prédictifs potentiels. On a passé 5 ou 6 en revue. On en a gardé 3, qui étaient les 3 qui avaient un effet significatif. Il y en a d'autres qu'on espérait. On s'attendait à un effet, par exemple la teneur en lipides de la ration. On n'a rien vu au niveau donc statistique. Donc, on n'a pas tenu compte. On a gardé donc trois causes majeures. Et derrière ça, on s'est posé les questions. Est-ce que ces causes, on les retrouve chez toutes les espèces de ruminants, d'une part, et est-ce qu'il y a vraiment additivité? Si on en a 3 causes, est-ce qu'elles peuvent s'additionner? Les 3 causes, donc, c'est le niveau alimentaire, c'est la proportion de concentré
et ce fameux critère Balprorus que je viens de vous présenter. Avec, en gros, si vous voulez, des relations qu'on a construites avec des bases spécifiques, c'est-à-dire, par exemple, pour tester l'effet du niveau d'ingestion, on s'est tourné que dans des expériences dans lesquelles, effectivement, on avait fait varier le niveau d'ingestion, c'était ça l'objectif, et on avait mesuré, pour de vrai, si vous voulez, des digestivités de la matière organique. Même chose sur des rations qui jouaient sur le concentré, même chose sur des rations où Balprorus jouait de façon importante. Regardez quand même ici l'étendue, on est à peu près à 10 points de digestibilité, ici on est à peu près à 6 points, et ici on est à peu près à 3 points de digestibilité. Donc c'est quand même, ça pèse, si vous voulez, c'est significatif, et ça pèse bien sûr sur les valeurs énergétiques des rations. Ensuite, on a vérifié si c'était additif, je passe sur les détails, il s'avère que statistiquement, ces 3 critères sont additifs, heureusement. Ils n'auraient pas été additifs, on aurait été un petit peu mal, encore un peu plus mal, si vous voulez, pour calculer les rations, etc. Ça serait fait rajouter un certain nombre de boucles. Donc de ce côté-là, on a à peu près résolu la question et ça nous permet de faire un diagnostic différentiel, finalement, au niveau des différentes rations quand on calcule une ration. Alors, ensuite, le cinquième sujet, la question des partitions digestives. Jusqu'à présent, il n'y avait que pour les protéines, à travers le système PDI, où on avait une quantification de la partition de la digestion entre le rumen, en vert, les intestins en blanc et ce qui était rejeté à l'extérieur en rouge. Ce qu'on voulait, nous, c'est arriver à avoir un schéma comparable pour les autres principaux constituants des rations, donc à savoir les acides gras longs. Donc là, on a fait une prédiction qui partait en fait de l'ingéré, qui passait au duodénum et qui prévoyait cette quantité-là. Au niveau ensuite donc des PDI, c'était, on va dire, un peu comme avant, aux actualisations près. Au niveau de l'amidon, grâce au fait qu'on est capable de prédire l'amidon au duodénum, et on a des équations ici utilisables. Donc on a la partition digestive de l'amidon, y compris la partie qu'on va retrouver au niveau des matières fécales, ce qui est quand même éventuellement intéressant. Et pour le NDF, c'est l'inverse. Vous voyez, cette quantité ici est très importante. La variation, la digestivité des rations, je vous rappelle, c'est essentiellement la teneur en NDF non digestive de ces rations, c'est ça. Donc on est remonté à partir de là pour quantifier indirectement ici le NDF. Ça veut dire qu'au bout du compte, aujourd'hui, on a pour les 4 constituants majeurs des rations des modèles de prévision de leur partition digestive. Et ça, c'était quelque chose qui était pour nous absolument indispensable, notamment pour prédire la matière organique fermentescible, qui prélève effectivement sur ces quatre colonnes, si vous voulez, sachant donc que pour la calculer, on part donc de la MOD corrigée des interactions digestives, okay, on retire ce qu'on a vu partir au niveau des intestins, et on retire encore, dans le cas des ensilages, donc les produits volatiles. Et on avait avec ça quelque chose qui était plus vrai en matière de substrat, de matière organique dégradée par les microbes, pour nous aider à mieux prédire, d'une part, la production donc de protéines microbiennes, et d'autre part, la quantité d'acides gras volatiles candidats à l'absorption donc au niveau du rumen. Alors, 7e sujet, la prédiction des microbes. Du coup, on s'est appuyé sur cette matière organique fermentescible, toujours en s'appuyant sur des données expérimentales. Ici, on avait quand même un set de données non négligeable, 270 expériences et 707 traitements, qui nous montrent qu'il fallait changer. Ce n'est plus proportionnel. Ça, c'est l'ancien système. C'était assez commode, on avait un coefficient de proportionnalité. On ne l'a pas, alors vraisemblablement parce que ici, quand on a des rations effectivement très peu digestibles, il y a un certain nombre de phénomènes d'adaptation de l'animal, de recyclage, etc., qui font qu'on compense en quelque sorte, et ça ne va pas à zéro, c'est une relation affine. Donc on a rentré cette relation dans les calculs. Alors ensuite, les nutriments absorbables. À partir du moment où effectivement on avait fait les partitions digestives des fractions, eh bien on est capable de prédire les nutriments absorbables. Alors bien sûr, pour les PDI, ça allait de soi puisqu'on l'inclut dans le système. Au niveau des profils de nutriments, les ADI sont soulignés aussi, on les inclut dans le système. Mais donc on a, pour les autres nutriments, on a une prédiction donc des acides gras volatiles, qui s'appuie donc sur la matière organique fermentescible, une prédiction du glucose absorbable au niveau donc intestin grêle, une prédiction donc des acides gras absorbables, acides gras longs absorbables donc au niveau intestinal.
avec en particulier en plus le profil des AGV produits au niveau du rumen et le profil des acides gras absorbables dans l'intestin grêle. Au passage d'ailleurs, on ne l'a sans doute pas assez dit, on a une estimation du processus d'hydrogénation et d'isomérisation dans le rumen. Je pense qu'on est le seul système au monde aujourd'hui, au passage, de façon implicite, on ne l'a peut-être pas assez mis en avant, à estimer donc ce processus-là. Un exemple par rapport au profil, c'est les résultats effectivement notamment de Sophie qui montrent qu'on est capable de prédire la proportion de lysine au duodénum de façon assez précise, en intra-expérience comme toujours, par rapport à ce qui a été mesuré. Donc on a comme ça revu les différents acides aminés les plus importants, etc., etc. 9e sujet, la question donc de l'acidose. Alors, dans le domaine de l'acidose, on peut, à travers la littérature, trouver tout un ensemble de critères prédictifs potentiels du pH du rumen. Je vous ai mis ici 3 exemples, l'indice de mastication, le NDF de fourrage et la matière organique dégradable de concentré. Et en gros, on en a sélectionné 8. Le problème, c'est que ces 8 font des prédictions du pH. Et le problème, c'est qu'on est quand même dans une zone où l'information est quand même un petit peu floutée, si vous voulez, ou bruitée. Donc, on ne voulait pas que les gens se battent sur des 0,01 pH. Donc, on a décidé de transformer un petit peu toute cette information riche qu'on avait sur la prédiction du pH à partir, si vous voulez, d'un certain nombre de prédicteurs en un jeu d'indices de risque. Je prends un exemple. Vous avez ici le NDF de fourrage d'une ration qui est un critère intéressant, je crois qu'il sera de plus en plus utilisé, de fourrage long, bien entendu. Vous voyez que quand on est au-dessus de 300, en gros, on considère qu'il n'y a pas de risque d'acidose. Donc notre indice, il a 0. Quand on est entre 300 et 250, ça commence à être un risque qui augmente un petit peu. Donc il y a un petit risque et notre indice, il prend la valeur de 1. Et si ensuite on est en dessous de 250, on considère que là, effectivement, on franchit un seuil et qu'à ce moment-là, le risque augmente. Et à ce moment-là, l'indice de risque est de 2. On fait ça pour tous les critères qu'on a sur une ration donnée. Alors ça peut être un seul, ça peut être 2, ça peut être 5. D'accord ? Du coup, on fait un indice pondéré simplement par le nombre de rations qu'il y a, on divise par le nombre de rations qu'il y a, et ça nous donne un résultat qui va être compris en gros entre 0 et 2, qui n'est qu'un indice. Donc attention, il ne faut pas se battre au détail par rapport à ça. C'est un indice fort utile, mais ce n'est donc qu'un indice. Ça nous a semblé être la meilleure façon de packager toute cette information donc, qu'on a aujourd'hui dans la littérature sur le pH du rumen. Alors ensuite, en 10, une autre question assez importante qu'on a quand même pas mal révisée, c'est les rejets d'azote, d'énergie urinaire et de méthane. Tout ça, c'est pour passer de l'énergie digestible à l'énergie métabolisable, puisque entre les deux, eh bien, on a l'énergie urinaire, l'énergie du méthane. Vous voyez que la somme n'est pas énorme, ça fait à peu près 10%, mais quand même, c'est 10%. Donc on a reconsidéré cette question séparément, donc avec des bases de données adéquates, bien entendu, pour essayer donc de prédire ces critères. Voilà par exemple ce qu'on obtient pour le méthane. Donc ce qu'on prédit, c'est le rapport méthane sur matière organique digestible, qui est son premier critère de variation, si vous voulez. Et on voit que le niveau alimentaire et la proportion de concentré jouent très fortement et en interaction sur cette production. Vous voyez que les rations les plus intensives, ici, beaucoup de concentré, niveau d'ingestion élevé, font produire quand même nettement moins de méthane. Donc ce critère, c'est important. On voit que nos critères d'interaction digestive défavorables tout à l'heure, ici, sont quand même plutôt, on va dire indirectement favorables. Au niveau des rejets azotés urinaires, donc qu'on quantifie pour l'énergie sur énergie urinaire sur énergie brute, eh bien, on a bien sûr, à l'évidence, le taux azoté de la ration qui intervient, mais il se trouve qu'on a aussi derrière, encore une fois, nos deux critères d'interaction, niveau d'ingestion et proportion de concentré. C'est-à-dire que, mine de rien, je vous ai parlé tout à l'heure des interactions digestives sur la DMO. Je vous ai dit, ça peut varier assez largement. Mais vous voyez que nos deux critères d'interaction digestive, niveau d'ingestion, proportion de concentré, finalement jouent à l'inverse. Et c'est vrai, regardez ici sur notre base ruminaire, donc des données de calorimétrie, quand on joue uniquement sur le niveau d'ingestion, quand on gagne ici en énergie au niveau fécal,
Donc il y a une interaction digestive liée au niveau d'ingestion, en intra, hein, vous avez ici toutes les expériences. Vous voyez qu'ici, on a une récupération. Et regardez la pente, 0,4. C'est-à-dire que si on perd 1 point en énergie fécale, on en récupère 0,4 quand même, à travers effectivement la moindre perte de méthane et la moindre perte d'énergie urinaire. Et mine de rien, ça, si on n'en tient pas compte, si vous formulez par exemple avec les données du NRC, le NRC, il quantifie les interactions digestives, on va dire à peu près comme nous au niveau de l'énergie digestible. Mais ensuite, il passe directement de l'énergie digestible à l'énergie nette sans tenir compte de ça. Résultat, au niveau énergie nette, ils ont des niveaux d'interaction digestive beaucoup plus importants que les nôtres parce que simplement, ils n'ont pas tenu compte de cette récupération partielle. C'est-à-dire que le concept d'interaction digestive, il faut le mener au-delà. Nous, on a pris l'ADMO comme critère majeur, mais dans son esprit, il faut le mener au-delà. Effectivement, il faut aller au moins jusqu'à l'énergie métabolisable. Du coup, ça pèse quand même, vous voyez, sur notamment les aliments qui avaient des quantités importantes de ces paramètres, entre 2007 et 2018. Hein, si on prenait un aliment ici qui perdait 800 kilocalories par kilo de matière sèche, maintenant, avec cette approche rénovée, on n'est plus qu'à un peu plus de 600. Donc, ouais, vous voyez l'utilité qu'il y a quand même à réviser comme ça tous les postes de perte d'énergie. Ça permet d'être plus précis et puis de temps en temps d'avoir des bonnes surprises, comme sur cet exemple ici, l'énergie urinaire et du méthane. Alors ensuite, vous avez bien deviné, on a tiré des équations un peu dans tous les sens, à partir de différents critères, des jeux de ration différents, etc. Et bien sûr, c'est posé à un moment donné l'intégration et la mise en cohérence de ces équations. En gros, si vous voulez, il y avait une 50aine d'équations de prédiction des UF et des PDI, et une 50aine d'équations de prédiction d'autres paramètres, le pH, etc., les flux de nutriments. Alors, ce qu'on a fait dans un premier temps, on a coulé tout ça dans un modèle mécaniste du rumen, qui devrait être publié un jour. Toujours mon intention, mais bon, pour l'instant, il est dans les soutes de mon ordinateur. Mais ça a permis au passage de vérifier que l'ensemble était globalement cohérent. C'était important parce que c'était pas du tout évident qu'on pouvait rendre compatible une équation tirée sur des rations amidon, par exemple, d'une équation tirée sur des rations protéines. Il fallait quand même bien mettre toute cette sauce dans la même casserole, en quelque sorte. Donc ça, c'était un point important. L'autre point important, c'est que les 50 équations, ou la 50aine utilisées effectivement pour prédire les UF et les PDI, ont été mises ensemble et intégrées donc d'un premier temps dans un modèle Excel. C'est Patrick donc qui a fait ça. Ensuite dans Systool et ensuite dans CIRAR et ensuite donc dans InRation. Donc ça c'est le noyau de départ, si vous voulez, de tout ce qui est calcul des apports au niveau de InRation. Avec pas mal de modifications. Vous avez vu au passage qu'à partir du moment où le transit variait, eh bien les valeurs nutritives des aliments ne sont pas fixes. Donc, et je pense que René va vous en reparler, maintenant ce n'est qu'une indication, les valeurs de table, puisque à travers la ration, ça ne peut pas être quelque chose de fixe. Alors maintenant, l'efficience des PDI, quelques mots là-dessus. Quand il restera 5 minutes, vous me le dites. Okay. Alors l'efficience des PDI. Alors bon, on utilise de plus en plus le mot efficience. Avant, on parlait d'efficacité. Et puis comme souvent, c'est la langue anglo-saxonne, anglaise, qui prend le dessus. Et on est en train de prendre, et l'Académie, il n'y a pas bien longtemps, a pris une position là-dessus. Effectivement, le terme efficience, tel que les choses évoluent dans le sens des mots, est plus adapté que le terme efficacité. Donc voilà, les deux se comprennent, mais on a tendance effectivement à suivre les suggestions des anglo-saxons. C'est pas forcément un bien, mais c'est comme ça. Alors, jusqu'à présent, on supposait que cette efficience, elle était constante dans notre système, 64%, d'autres systèmes c'était 67%. Et dans les années 2010-2012, il y a deux systèmes, les nordiques et puis nos collègues hollandais, qui ont proposé donc des variations de l'efficience des PDI uniquement pour la production de lait. Alors nous, on a cherché à reprendre le problème à la base. Et la base, c'est ça, c'est toujours un peu le même schéma que tout à l'heure. C'est de considérer qu'on a ici de l'azote ingéré, on a le rumen avec nos microbes, notre critère Balproru ici, l'absorption des PDI ici. Ensuite, ces PDI rejoignent un pool d'acides aminés donc, qui va irriguer l'ensemble de l'organisme, qui va être utilisé à des fins de synthèse, par exemple du lait, par exemple des phanères, par exemple de l'azote endogène fécal, sur lequel donc on reviendra, et par rapport à du stockage, éventuellement, d'azote qui est associé à un stockage d'énergie, en fait. Et vous voyez que
toutes ces utilisations métaboliques vont de pair avec une efficacité métabolique qui ne sera pas de 1, bien sûr, ça on le sait. Les vieux concepts de valeur biologique de nos anciens, on les retrouve ici complètement, si vous voulez. Eh bien, ça veut dire que sur chacune de ces voies, donc, il y a une efficacité, et on a posé une hypothèse. C'est que cette efficacité, elle était variable, ça on le savait, mais qu'elle était la même pour toutes les fonctions. Et là, on était un peu original par rapport à tout ce qui était proposé jusqu'à présent. Et vous voyez l'intérêt aussi au passage, qui dit efficacité dit inefficacité, qu'on va essayer de récupérer pour nous aider à prédire les rejets azotés urinaires. Alors, bon, je passe sur les détails des calculs, simplement pour vous montrer que chez les différentes espèces, vous voyez ici, chez les vaches, chez les chèvres, manifestement, quand on augmente la teneur en PDI de la ration, eh bien, on diminue l'efficacité. Hein, et maintenant, on a des lois derrière ça. Pour les animaux en croissance, il y a un peu moins de points, c'est un peu moins précis, mais on retombe sur, en gros, les mêmes phénomènes, avec ici plutôt un pivot qui est à 0,5 pour les animaux en croissance, alors qu'on est plutôt à 0,67 pour les animaux laitiers, du moins à 0,58 pour les brebis. Donc voilà, ça c'est quelque chose de nouveau qu'on essaye donc de piéger, sachant qu'on ne peut pas dissocier les notions d'efficacité ou d'efficience avec les notions de réponse. Je pense que tout à l'heure, Philippe vous en reparlera. Vous avez par exemple ici un exemple, on apporte plus ou moins de PDI sur des animaux qui produisent du lait. On a donc une réponse. Ici, donc, c'est la dépense protéique. On a séparé, on viendra là-dessus, ce qui est ici urinaire endogène. Et vous voyez que l'efficacité de 67, elle est là. C'est ce qu'on considère ici comme le pivot. Et vous voyez bien que si on se déplace, si on apporte plus de PDI, eh bien, on va avoir une réponse ici. Et on va avoir une efficacité, la pente ici, qui représente l'efficacité moyenne, qui va diminuer. Et vous avez aussi une pente marginale, hein, la tangente, qui aussi va diminuer. Au passage, vous voyez que la pente ici et la pente ici ne sont pas la même. L'efficacité moyenne est bien plus importante que l'efficacité marginale. Ici, ça va être par exemple 0,67. Ici, ça va être à peu près 0,20. Si vous apportez 1 gramme de plus, vous n'en retrouvez que 0,20 dans le lait. Alors, du coup, ça nous a donné envie, effectivement, de mieux prédire au passage les rejets azotés urinaires. Dans votre livre, vous trouverez, par exemple, dans le chapitre des pays chauds, hein, ces lois d'ajustement de la croissance, communes d'ailleurs pour des ovins, des caprins et des bovins, quand on se ramène au kilo. Et sur un certain nombre de ces essais, il y avait les rejets azotés urinaires. Et vous voyez nettement, quand on a une saturation ici de la réponse de croissance, on a une augmentation des rejets azotés urinaires. Donc, ce qu'on voulait, c'est arriver à piéger cette affaire-là dans le calcul normal des rations. On avait la possibilité, avec notamment 2 critères majeurs, je vais laisser les détails, notre fameux balprorut tout à l'heure et l'inefficacité des PDI dont je viens de vous parler. Et quand on intègre ça dans le calcul normal des rations, eh bien, vous voyez ici pour des vaches ou pour des chèvres, on arrive à prédire avec une précision assez satisfaisante les rejets azotés urinaires. Et ce qui est intéressant, comme on a 2 grandes sources majeures, vous voyez ici sur un certain nombre de points qui sont des données expérimentales, on peut faire ici un graphique entre les rejets azotés urinaires venant de l'inefficacité des PDI et celles venant de balprorut. Ce qui permet ici de faire du diagnostic. Par exemple, vous avez ici des rations qui n'ont pas de problème en termes d'inefficacité des PDI, mais par contre un balprorut beaucoup trop important. Donc au niveau du rumen, il y a des choses à corriger. Par contre ici, vous allez avoir des rations avec des valeurs de balprorut, on va dire, correctes, mais manifestement, il y a une entrée de PDI trop importante par rapport aux besoins des animaux. Donc là, vous voyez se dessiner des possibilités donc, de faire du diagnostic de ration, pas hyper précis, mais quand même sans doute plus précis que ce qui peut se faire, notamment dans les autres systèmes étrangers, où ça reste très simpliste et peu précis, à mon avis, là-dessus. Dernier point, l'énergie. L'efficience de l'énergie métabolisable en énergie nette. Alors vous savez qu'en fait, la différence entre les deux, c'est une production de chaleur. Alors on a été tenté dans nos débats de se dire, on met à bas ici ce coefficient K qu'on a utilisé, on a tous été élevés à cette mamelle du coefficient K, et de prédire directement donc la production de chaleur. On a été tenté, puis bon, en fin de compte, on n'a pas franchi le Rubicon, et on reste donc sur ces coefficients K, donc très classiques. Et à travers donc tous les traitements qu'on a faits, on s'est notamment aperçu que dans le cas des animaux laitiers, eh bien, l'efficacité de l'énergie métabolisable pour le lait et l'entretien
était statistiquement différente, alors qu'on disait que c'était la même chose avant, de celle que l'on a pour faire des réserves ou pour mobiliser les réserves. On était déjà ici à 0,8, si vous voulez, en moyenne, mais par contre ici, on avait la même valeur ici que pour les. Donc on est amené à séparer les deux, ce qui complique un tout petit peu les choses. Je m'explique, mais ça a des conséquences heureuses aussi au passage. Avant, dans le cas du lait, on raisonnait ici, donc KL, qui était pour lait plus engraissement, en fonction du rapport énergie métabolisable sur énergie brute, et ici notre coefficient K. Pour les animaux en croissance, on combinait le Km de l'entretien, maintenance, avec le Kf de l'engraissement ici, avec un niveau de production de 1,5 qui nous amenait ici à cette relation moyenne des animaux en croissance. Jusqu'à présent, on raisonnait donc KL et KMF. Pour l'orge de référence, on avait des valeurs différentes. On a tous appris à nos étudiants 1820 et 1700. On est reparti à l'orge qu'on avait utilisé en 88. On s'est aperçu que cette orge était là et que finalement sa valeur correspondait à l'intersection entre effectivement le KLS, nouveau, hein, de KL on est passé à KLS, un peu plus important, et le KMF. Du coup on a sauté sur l'occasion pour définir une orge qui désormais a la même valeur énergétique de référence que ce soit pour le lait ou pour les aliments en croissance. Donc ça simplifie un peu les choses. Bon, on n'a pas été hyper inventif parce qu'il y a longtemps que nos collègues hollandais s'étaient mis à l'intersection. Hein, ils avaient une UF qui était à 1650, effectivement, qui correspondait au point d'intersection. Voilà, donc ça fait qu'on va un peu moins embêter les étudiants et ils nous poseront un peu moins de questions. Mais pourquoi l'orge n'a pas la même valeur énergétique pour faire du lait ou autre chose? Voilà, on gagne au moins de ce côté-là et ça simplifie les choses. Donc voilà, on a un petit peu fait bouger les lignes, hein, sans jeu de mots par rapport à cette figure, dans le cas de l'énergie, dans le cas du lait. Et puis les choses ont été revues également dans le cas des aliments en croissance, avec une distinction, ça existait déjà avant, suivant que c'était des aliments à croissance rapide ou lente, avec UFV et UFL. Et puis quand on calcule des besoins, on utilise aussi cette relation-là sur laquelle je pense Jacques reviendrait cet après-midi. Pour conclure par rapport à cette partie un petit peu dense peut-être et un peu rapide, donc qui s'est focalisée sur ce que j'ai appelé 13 innovations, sur les réponses physiologiques, qu'elles soient digestives ou métaboliques des animaux donc ruminants aux rations. Ces réponses ont été quantifiées à travers des équations dont on a vérifié effectivement la cohérence globale et qu'on utilise notamment déjà de façon opérationnelle dans une ration pour prédire les apports UF et PDI. Au passage, on a gagné aussi en ce sens que on a des estimations de tous les nutriments donc absorbables. Mais bien sûr, tout ça ne va pas sans une certaine complication du système, c'est sûr. Hein, ça devient plus possible de faire une ration rapidos comme ça au coin d'une table. Hein, si on veut être précis, effectivement, eh bien, on contourne cette complication en utilisant effectivement des logiciels qui sont adaptés. Voilà, je vous remercie pour votre attention.